décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Jamais, de mémoire d'homme et depuis l'indépendance du pays, les Algériens n'auront connu un pouvoir aussi atroce. Le pire du pire, si je peux dire, est que ce pouvoir aura été le fruit vénéneux du plus admirable sursaut populaire depuis la libération. Une monstruosité née d'une perversion préméditée pour faire d'un Hirak qui aspirait à l'avènement d'un État démocratique le mouvement patriote trop tard qui aurait hissé, nous dit-on, le Tebboune providentiel à la tête de la nation. Nous aurons entrepris tout ce Hirak juste pour porter M. Tebboune au pouvoir. Voilà pourquoi le même Tebboune a fait de la commémoration du Hirak une journée nationale. Un Hirak el-Moubarak, une révolution fondatrice pour cette Algérie nouvelle, devenue le slogan de ce président sorti pourtant tout droit de la cuisse d'un Jupiter militaire. On aura tout vu, tout entendu, tout subi. Pas une violation, pas une injustice, pas une humiliation qui ne nous ait été épargnée. Depuis le mensonge grossier institué en règle de gouvernance et de communication jusqu'aux pires outrances imaginables. Un pays qui s'est diplomatiquement enclavé, qui a réussi le prodige de ne plus avoir que des ennemis autour de lui, qui a chamboulé de fond en comble des relations économiques et diplomatiques avec tous ses partenaires, ou presque, qui a porté l'économie informelle et l'improvisation financière au paroxysme du bricolage, où le chômage a atteint des niveaux effarants, en même temps que totalement occultés, où la misère a frappé de plein fouet des millions de familles, jusque-là épargnées par le naufrage économique. Mais pire encore que toute cette impéritie systémique, c'est surtout un totalitarisme d'un autre âge qu'il nous faut aujourd'hui déplorer. Une oppression que nous pensions à jamais révolue. Une injustice décomplexée, un terrorisme d'État, et je pèse mes mots, un terrorisme d'État qui s'assume ouvertement, comme cet arsenal de lois liberticides, l'article 87 bis, qui qualifie de terroriste quiconque ose contester le régime, quiconque tente de l'interpeller, voire même quiconque poste une petite réflexion sur Facebook. Un terrorisme d'État, ou plutôt de mafiocratie, qui ne craint aucune transgression, aucune violation. Emprisonnement de centaines de militants pour la démocratie et inculpation de nombreux parmi eux, dont des Algériens de la diaspora. 2. Terrorisme. Un système qui a fait main basse sur la justice, qui lui dicte ses verdicts, qui viole lui-même publiquement le principe de présomption d'innocence. Un président qui pousse l'indignité jusqu'à calomnier publiquement des gens dont le procès est en cours, dont le procès est en instruction, et qui croupissent dans les prisons du régime, qui les traitent, par le truchement du présidentissime, en direct à la télé,
de gens qui ne connaissent pas leur père, de balances, d'agents de l'étranger, de malfaiteurs, dixit M. Tebboune lui-même. Mais le pire était à venir et qui vient d'advenir. Et ce projet de loi sur la déchéance de la nationalité, ce pouvoir illégitime issu d'une désignation par la junte, dont les supposées élections ont connu le boycott le plus massif depuis la libération du pays, a décidé qu'il n'était pas suffisant de faire peur aux Algériens, de les terroriser, tous ceux-là qui militent pour la démocratie, qu'il n'était plus suffisant de les terroriser par le truchement de l'article 87 bis, non. Il vient de décider qu'il faut leur retirer leur nationalité, en faire des apatrides, de la même manière qu'ils ont déjà empêché des Algériens et des Algériennes d'entrer dans leur propre pays. Je rappelle que ce projet de loi scélérate tire ses références législatives d'un texte de Boumedienne, l'ordonnance 70-86 du 15 décembre 70 portant code de la nationalité algérienne et dont certaines de ces dispositions, notamment sur la déchéance, n'ont jamais connu d'application effective. Alors, les opposants algériens bientôt déchus de leur nationalité, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous aurons avec nous Azouaou Chamrouk, militant politique à Paris, depuis chez lui. Et nous serons bientôt rejoints par Maître Issa Rahmoun, avocat, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Azouaou Chamrouk, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à Jamaldine, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à vos invités et c'est un plaisir de partager cette émission avec vous, notamment avec notre ami Issa Rahmoun. Et merci pour l'invitation. Merci à vous. Azouaou, vous attendiez à une telle sortie après tout ce qui nous est arrivé en Algérie où la seule loi fondamentale, si j'allais dire, celle de Boumedienne qui a légiféré par ordonnance et qui donc évoquait un peu le sujet de la déchéance de nationalité, ne l'a jamais été en fait. On ne connaît pas de cas d'Algériens qui aient été déchus de leur nationalité. C'est resté lettre morte, pour ainsi dire. Et là, M. Tebboune, qui après avoir pris donc des dispositions à l'article 87 bis, qui s'apparente à du véritable terrorisme d'État pour terroriser les gens, et donc qui qualifie et qui condamne pour terrorisme quiconque ose revendiquer un état de droit, appeler au renouveau du Hirak, poster une simple publication sur Facebook, et je passe sur toutes les absurdités ou plutôt les monstruosités de ce régime. Vous attendiez à ça, Zouaou? Pour être honnête, Jamaldine, je m'attendais à ça dans le sens où, vu les dérives qu'entreprend Tebboune depuis notamment 2020, avec la révision de la Constitution, il faut le savoir, il faut le rappeler, je pense que c'est très, très important de le rappeler à Jamaldine, c'est que la Constitution de 2020, contrairement à ce que essaie de nous vendre le
le régime. D'ailleurs, il a toujours fait le régime, que ce soit sous l'ère de Tebboune ou Bouteflika ou d'autres présidents. Ils essayent à chaque amendement, notamment des lois très importantes, essentielles dans la vie politique algérienne, ils essayent, c'est-à-dire de cacher ce qu'ils veulent passer comme, c'est-à-dire les anguilles sous roche, comme on dit, avec une espèce de discours comme quoi ces lois, c'est-à-dire ces amendements, auraient plus de liberté, auraient plus ouvert le champ politique, le champ médiatique, alors que la réalité des choses, c'est que le pouvoir a toujours caché de mauvaises intentions dans ce cas. Et puis la Constitution en est un parfait exemple. C'est que dans la Constitution algérienne, si on regarde par exemple la régression des libertés, où on en a tellement. Et si je cite par l'exemple de la nationalité, vous savez, l'article 36 de la Constitution, et il définit, en fait, il stipule que la nationalité est définie par la loi. Alors, ce que fait le pouvoir d'une manière générale, il a toujours lié, si vous voulez, dans la Constitution, il peut mettre, si vous voulez, le principe général ou le principe qu'il faudrait respecter, mais toujours il réfère dans le cadre de la loi. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que il peut vous dire que l'Algérie respecte les libertés de politique, les libertés individuelles et collectives, mais dans le cadre de la loi. Après, donc la loi, il ouvre, si vous voulez, une porte, voire une voie royale à toute dérive dans les lois qu'il promulgue après. Et justement, l'article 36, si vous voulez, il ouvre le champ ou la porte grandement à des dérives telles que celles qu'on voit aujourd'hui. Donc moi, je m'attendais à ça, parce que Tebboune, si on prend d'une manière politique, il fallait s'attendre à ça, parce que Tebboune, son pouvoir il est tellement fragile, donc il doit, si vous voulez, le renforcer, le consolider. Et plus le pouvoir est en danger, plus il a recours à ce genre d'arbitraire, que ce soit sur le plan pratique policier ou que ce soit sur le plan juridique. Donc, si vous voulez, il s'arme avec un arsenal juridique terrorisant la société, un peu comme vous l'avez dit, et je suis entièrement d'accord avec vous, notamment avec l'article 87 bis. Donc, du moment qu'il est en danger, il doit terroriser la société. Il n'a pas le choix. Et puis, Tebboune et Chengueleha notamment, ils ont tellement alourdi leur bilan depuis 2019, Jamaldine, c'est que si on voit Tebboune, il a emprisonné même ses plus proches collaborateurs. Pour vous dire, il a emprisonné les généraux qui l'ont servi, des ministres, son premier ministre, l'ancien premier ministre ou l'ex-premier ministre. Il est en résidence surveillée, pour vous dire un peu la paranoïa dans laquelle navigue un peu ce pouvoir. Donc, si vous voulez, sur ce plan-là, plan politique, le pouvoir, il doit se montrer toujours fort, envoyer un message de force ou un message de fermeté, entre guillemets, à l'égard de la population, pour que la peur reste toujours dans son camp, et puis à l'intérieur du pouvoir, pour que aucun clan qui songe ou qui songerait à destituer le pouvoir de Tebboune ou de Chengueleha n'y pensera même pas. Donc, et puis vous avez l'aspect personnel, c'est-à-dire que, et j'insiste toujours là-dessus, parce que ce qui différencie un peu Tebboune des autres présidents, je pense qu'il y a la psychologie. Il y a un écho, je ne sais pas si. Donc, il y a la psychologie de Tebboune. Et Tebboune, je pense, comme c'est si vous voulez, psychologiquement, il a ce complexe d'infériorité, il a ce complexe, si vous voulez, de faible, je dirais même de lâche. Il a tendance à recourir à ce genre d'arbitraire, parce que dans sa manière de voir les choses, il a du mal à voir les relations entre, c'est-à-dire un président et les citoyens, ou un président avec ses ministres. Il a du mal à les voir comme des relations républicaines, c'est-à-dire entre un président et des ministres, entre un président et des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui gèrent tout ça. Lui, il a tendance à voir ça d'un soumis à un dominant. Donc, comme un peu
ce qu'il a fait avec sous l'ère de Bouteflika. Il ne voyait pas une relation entre lui comme ministre, Premier ministre et Bouteflika comme de relations républicaines entre un Premier ministre et son président, mais il le voyait d'un dominé à un dominant. Ça a toujours été comme ça. Donc pour lui, il fallait qu'il théorise, ou il faut qu'il théorise un peu la société par ce genre de loi ou d'arsenal juridique pour qu'il assoie son pouvoir. Et pour cause, Zouaou Chemrouk, je me permets de vous interrompre, et pour cause, puisqu'il se sait très faible. Il sait qu'il a été désigné par le chef de l'armée, y compris contre ses propres comparses, les autres chefs de l'armée qu'il a tous mis en prison. Il sait que la Constitution de 2020 à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, avec les deux élections de Tebboune, celle de 2019 et celle des dernières élections, il sait, M. Tebboune, très bien, il sait mieux que nous, puisque lui, il a accès aux vrais chiffres, que le référendum de la Constitution et les deux élections présidentielles, M. Tebboune, ont été marqués par les plus grands boycotts les plus massifs depuis l'indépendance du pays. M. Tebboune le sait. Et donc c'est pour ça qu'il est dans cette attitude de fuite en avant, dans cette attitude d'extrême agressivité contre quiconque le conteste. Aïssa Rahmoun vient de nous rejoindre, maître Aïssa Rahmoun, avocat, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation, Aïssa Rahmoun. Bonsoir Sid Jamal, bonsoir aux invités. Excusez ma voix un peu, voilà, je suis un peu malade, mais bon. Merci d'être venu nous rejoindre malgré donc votre état de santé. Merci beaucoup. Vous répondez toujours présent. Moi, je vous adore pour ça. Quand le combat en vaut la peine, vous venez quel que soit le problème. Merci beaucoup. Alors, merci Sid Jamal. Aïssa Rahmoun, vous, d'abord le juriste, l'avocat, secrétaire général d'une fédération mondialement connue pour ce qu'elle mène de combat pour les droits humains. Voilà que l'Algérie, qui n'a jamais recouru, avec tous les présidents que nous avons connus, et Dieu sait que parmi eux, il y en a qui sont des despotes hors normes, mais qui n'ont jamais osé aller jusqu'à cette, je ne vais pas dire extrémité, à cette excentricité. Ça veut dire, jamais en Algérie, personnellement, je ne sais pas, vous me direz peut-être que je me trompe, je n'ai jamais entendu parler d'un Algérien qui ait été déchu de sa nationalité. Jamais. Même la loi de Boumedienne, le code portant nationalité, qui prévoit, donc cette ordonnance de Boumedienne qui prévoit des cas de déchéance de nationalité, elle n'a quasiment jamais été appliquée, au point où elle est tombée en désuétude. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce nouveau coup de tonnerre, si tant est qu'on peut le qualifier comme ça, de M. Tebboune, qui s'arrange pour faire comme si Zama, c'est un représentant du peuple, un député qui a fait cette proposition de loi. Si Jamal, c'est le cas de déchéance de la nationalité existe dans plusieurs pays dans le monde, y compris en Autriche et en Hollande, aux Pays-Bas, en Chine, un peu partout. Même en France, à un certain moment, des années 60, si je ne me trompe pas, il y avait un amendement qui était opéré justement sur les cas de déchéance de la nationalité pour des raisons, pour des motifs politiques assez clairs. Par contre, effectivement, l'ordonnance portant qui régit le code de la nationalité algérienne, le 70-86, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, oui. N'indique pas ce genre, indique plutôt la déchéance de la nationalité, mais le recours
à ce procédé juridique, je dirais politique, parce qu'on est dans une étape de notre histoire, de l'histoire de l'État algérien, où il y a un télescopage entre le politique et le juridique. Et quand il y a télescopage entre justement le politique, la décision politique qui influence le juridique à travers un parlement croupion qui est aux ordres, qui obéit au doigt et à l'œil d'un régime centralisé, d'une décision politique qui est bien basée chez les décideurs. Le juridique ne fait qu'adopter les vices et les vœux et les caprices d'un régime politique autoritaire. La proposition, cette proposition de loi faite par un député du RND, où on retrouve 6 cas pratiquement de cas de déchéance, incluant ainsi des atteintes graves à l'intérêt de l'État algérien, des actes portant atteinte à l'unité nationale, l'affichage de loyauté envers un État étranger, la fourniture de services à des parties étrangères dans l'intention de nuire à l'Algérie, etc., etc. Et quand on retrouve justement dans le premier énoncé, qui est l'atteinte grave aux intérêts de l'État algérien, et le deuxième énoncé des actes portant atteinte à l'unité nationale, ça nous renvoie directement au même dispositif de l'article 87 bis du Code pénal, mais aussi aux articles allant de 95 à 100 du Code pénal. C'est-à-dire l'élargissement des dispositifs légaux, que ce soit le Code de la nationalité ou l'ordonnance ou les décrets qui vont venir après, entre guillemets, adoption de la proposition et se référant justement au Code pénal, l'élargissement d'un dispositif législatif nous renseigne davantage que l'interprétation justement de l'atteinte grave aux intérêts de l'État ou des actes portant atteinte à l'unité nationale reviennent au pouvoir discrétionnaire du régime politique, des décideurs politiques, qui par ce procédé qu'on connaît tous, où la justice est instrumentalisée à des fins de règlement de conflits politiques, ont ordonné la justice afin d'exécuter ce genre de décision. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, on est dans une démarche autoritaire, puisque ça, on est dans une démarche dictatoriale. Ça nous rappelle aussi les pays de l'Amérique latine durant les années 60, où il y avait des échéances de nationalité aux opposants, qu'ils soient colombiens, qu'ils soient argentins ou chiliens. Aux poètes, aux écrivains qui avaient exprimé leur rejet des dictatures sud-américaines, je me rappelle. Tout à fait. Et ça, la dangerosité, Si Djamel, oui. Elle se situe dans l'atteinte justement à un droit fondamental. Vous savez, les droits fondamentaux, quand on a le droit à la vie, on a le droit à une nationalité. C'est des droits inaliénables. Oui. C'est des droits fondamentaux qui naissent avec nous. Oui. On a le droit à la vie, ne pas intenter à sa vie, qu'elle soit par l'assassinat, par le meurtre ou par une exécution sommaire. On a le droit à une nationalité. À la liberté, à la dignité, à la liberté de penser, à la liberté d'expression. Mais ça, Si Djamel, on appelle ça le hukouq lassiqa bil-shakhsiyya. Les droits inhérents à la personnalité. À la personnalité, c'est le droit à la vie, le droit à la nationalité.
et du fait qu'on intente à ce droit, c'est une régression très dangereuse. Alors, Aïssa Rahmoun, une question avant de revenir vers Azwaou. Dans cette loi, dans ce projet de loi, en l'occurrence, cette catégorisation des populations algériennes, celle de l'intérieur et celle de l'immigration. Catégorisation en termes de sanctions pénales et de déchéance de la nationalité. C'est là une discrimination au regard de la loi. C'est là une ségrégation. Or, l'article 44 de la Constitution, de leur Constitution, de la Constitution de Tebboune, celle qui n'a pas été votée par le peuple algérien, qui a été boudée, elle garantit pourtant, je cite, l'équité entre Algériens sans aucune ségrégation, quelle que soit sa nature. Or là, on constate que c'est une partie de la population algérienne qui est ciblée par... ça veut dire en quelque sorte, si quelqu'un en Algérie, à l'intérieur, pouvait commettre les mêmes délits, les mêmes crimes, ça veut dire que normalement, cette loi ne lui serait pas applicable. Non, je pense qu'il y a une nuance sur ça, parce que le texte en lui-même, la proposition en elle-même, elle attaque deux catégories de déchéance de la nationalité. Les Algériens qui ont la nationalité de naissance qui est inhérente à la personnalité physique, mais aussi à ceux qui étaient naturalisés algériens, qui sont en Algérie, bien sûr. Et justement, les caprices qui sont dans cette proposition, c'est qu'ils ne disent pas clairement que cette loi s'attaque aux citoyens qui actifs dans la diaspora ou qui sont militants, parce que ça n'attaque pas tous les Algériens qui vivent en Europe ou ailleurs qu'en Algérie. Ils définissent le cadre légal et les dispositifs, les 6 énoncés dans la loi, pour ceux qui sont à l'étranger, et en second lieu, pour ceux qui ont bénéficié de la naturalisation en Algérie, à savoir, il faut dire, il y avait des Soudanais, des Palestiniens, des Syriens, des Turcs qui ont accédé à la nationalité algérienne, et aussi des Français par décret pour service rendu et là, on se remémore du fils à Maurice Audin, Pierre Audin, Rabbi Rahmou, qui a aussi bénéficié de la naturalisation algérienne par décret. Et s'il était vivant et qu'il allait prendre des positions politiques contre le régime algérien, le second énoncé, le second chapitre du projet de loi pouvait s'appliquer sur Pierre Audin pour lui ôter la nationalité, le déchoir de sa nationalité. Et à travers ça, on se retrouve devant une situation où la lecture juridique, mais aussi politique, c'est la plus importante, c'est de museler l'opposition. Quand on voit aujourd'hui que dans la diaspora, des mouvements de la société civile tunisienne et algérienne se regroupent aujourd'hui face à l'alliance des deux régimes. Et on a eu des informations aujourd'hui que 13 000, et ça je parle au conditionnel, pour le moment les sources qui ont donné ces informations restent des sources crédibles, mais il faut vérifier, parce qu'à ce niveau de réflexion et de manipulation, c'est des informations qu'il faut vérifier d'une manière assez sérieuse, que 13 000 Algériens sont rendus en Tunisie pour manifester au profit de Kais Saïd. Et contre le peuple tunisien. Et contre le peuple tunisien. Alors, Aïssa Rahmoun, à ce sujet, je reviens à vous tout à l'heure, à ce sujet, je rappelle que celui qui nous a appris que les agences de voyage sont entrées dans un très gros trafic, qu'ils se servent de cars, d'autocars, d'autobus
pour transporter des gens pauvres qui ne demandent pas mieux que d'aller faire un petit voyage en Tunisie, quelques jours tout frais payés, que ces agences les escroquent, les arnaquent, puisqu'ils leur font faire un petit voyage de pauvres en Tunisie et qu'ils leur prennent leur comment on dit, dotation touristique de 750 €. C'est lui qui nous le dit. Hein. Il est en même temps ministre des Transports, des autobus, et en même temps ministre de l'Intérieur. Mais le plus comique, s'il n'était tragique, c'est que le même ministre organise avec ce qu'on appelle nous les cachéristes, les gens qui n'ont pas les moyens, les pauvres, et qui vont dans ce genre de manifestations pour avoir un peu d'argent ou un sandwich. Il se sert de ces populations complètement sinistrées pour les fourrer dans des autobus. Mais lui, hein, il est un peu plus généreux que les agences. Il leur dit, en échange, on vous donnera cette dotation touristique et vous ne serez même pas obligé de rester toute une semaine en Tunisie, 2 ou 3 jours. Rentrer, c'est nous qui nous occupons du reste. C'est quand même ahurissant que ce soit la même personne qui viole les lois, des viols qu'il dénonce lui-même par ailleurs, juste parce que ce régime n'est plus en mesure d'accorder de telles dotations et qu'il se cherche des prétextes pour l'annuler. Mais je reviens à vous dans un moment. Nous allons écouter M. Tebboune nous parler un peu de ces choses-là. Et je pourrais donner la parole à M. Azo. وذاك عاش نلح على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية ولو راه يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. En fait, Zouaou, lui, par l'Ouahda al-Wataniya, il entend le pouvoir de M. Tebboune. Quiconque dénonce ou fait la moindre remarque sur la façon dont il dirige malheureux pays, il a touché l'Ouahda al-Wataniya. Et donc, et là où je ne suis pas d'accord peut-être avec Maître Rahmoun, c'est qu'il parle d'une loi qui pourrait museler les opposants. Moi, je crois que museler les opposants, ça y est, c'est déjà fait. L'article 87 bis a muselé l'opposition au point où les gens n'osent même plus poster un commentaire sur Facebook ni sur YouTube. Même pas. Sauf ceux qui sont dans le sens du poil, bien sûr, du régime. Mais le problème est que ce projet de loi, ce n'est plus museler les opposants quand on leur retire leur nationalité, c'est les effacer. C'est les effacer, c'est les faire disparaître du paysage politique. C'est faire d'eux des gens qui n'ont plus le droit de s'exprimer puisque ce n'est plus leur pays, ce n'est plus leur patrie. Azouab. Oui, absolument, absolument, Jamaldine, je suis d'accord avec vous. J'ai pas entendu malheureusement la séquence de Tebboune que vous avez passée tout à l'heure. J'ai entendu juste la dernière phrase, mais bon, d'après votre question, j'ai des éléments pour répondre à votre question. Effectivement, je suis d'accord avec vous dans le sens, Jamaldine. D'ailleurs, vous l'avez posé tout à l'heure la question. Vous n'avez jamais vu, on n'a jamais vu justement un cas de déchéance de nationalité. Parce que sur le plan juridique et sur le plan pratique, c'est pas possible. C'est-à-dire que cette décision va se heurter à la réalité des lois ou du droit international, et puis donc ça va rester quand même, si vous voulez, ça va rester sur le plan pratique et le plan juridique quelque chose qu'on pourrait pas concrétiser. C'est un peu comme, si vous voulez, la condamnation à mort, c'est-à-dire qu'en Algérie, on peut condamner à mort, mais depuis 93, on n'applique plus, on n'exécute plus, si vous voulez. Donc, il y a cette espèce de contradiction entre les lois nationales et les lois internationales. Je pense qu'ils pourront jamais le mettre en pratique.
Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est dans le sens où Tebboune veut humilier les opposants algériens, notamment établis à l'étranger. Et d'ailleurs, vous avez posé la question tout à l'heure à notre ami Aïssa, dans le sens où il y a une espèce d'inégalité entre les Algériens établis en Algérie et les Algériens établis en France. Vous savez la différence, enfin en France, à l'étranger, la différence, je pense il est plutôt du prisme de Tebboune. Il y a des opposants qui sont à la portée de Tebboune et des opposants qui ne sont pas à la portée de Tebboune. C'est ça la différence, et je pense que la loi, elle vient dans ce sens-là. Ça veut dire humilier les opposants qui sont, et vous l'avez dit aussi, peut-être pour effacer les opposants qui sont à l'étranger. Parce que ceux qui sont établis à l'intérieur, ils sont à la portée. Donc Tebboune, il peut tout faire, il peut tout décider de leur destinée, de leur vie, il peut même leur briser leur vie, la vie de leur famille, leur carrière, il peut tout faire. En revanche, ceux qui sont établis à l'extérieur, Tebboune, il a essayé de tout faire. Il a essayé de les avoir donc, par voie légale. Donc, il n'a pas pu le faire. Donc, on a vu, c'est-à-dire les mandats d'arrêt internationaux émis contre plusieurs personnalités, plusieurs opposants politiques. Il a essayé avec les moyens illégaux, avec la tentative ou les tentatives de kidnapping de certains opposants, et je cite par là la tentative de kidnapping Amir Dized, qui est aujourd'hui une affaire judiciarisée ici en France. Donc peut-être en 2026, on verra un procès dans ce sens, qui impliquera implicitement et directement le pouvoir algérien, puisqu'aujourd'hui, il y a des éléments du consulat qui sont emprisonnés, il y a des éléments du consulat qui sont en fuite. Donc là, il y a une implication directe du pouvoir algérien. Donc, Tebboune, il a essayé tous les moyens d'avoir ces opposants-là. Il n'a pas pu. Il lui reste cette dernière cartouche, entre guillemets, c'est-à-dire c'est de les humilier. Il sait très bien que peut-être sur le plan juridique ou pratique, c'est-à-dire c'est un chemin sans aboutir, mais il le fera quand même parce qu'il y a toujours cette dimension personnelle, je disais, de Tebboune. Donc, il tient personnellement à ce que ses opposants, soit s'il arrive à le problème, Zouaou, le problème, c'est que, d'ailleurs, ce genre de sorties, vous les trouvez dans les réseaux sociaux, en pagaille. Je parle des Baltagia du Nizam, du régime, qui s'expriment à tous ceux qui sont de l'extérieur, essayent de s'exprimer sur la nature de ce régime, de le dénoncer, de revendiquer le droit du peuple algérien à la démocratie, à la dignité. Vous savez ce qu'ils disent de vous, de Aïssa Rahmoun, de moi, de tous ces gens? Ils disent que انتم حركه انتم مرتزقه تاع المخزن تاع السيونيزم وانا نعرفك كراجل si tu es un homme, ils disent ça même aux femmes, nos amis les femmes qui sont à nos côtés, نعرفك راجل ونقدر نسميك سي آسيا ولا سي نورا ولا اروح ادخل البلاد واهدر. Alors que, comme vous venez de le dire, ceux du bled, ils les tiennent, ils ne peuvent pas brancher. Et la preuve, c'est que dans les prisons algériennes, tout à l'heure j'ai parlé de centaines de prisonniers, en fait, de milliers de prisonniers politiques et de détenus d'opinion qui sont rentrés et sortis de prison. Nous, on ne parle que généralement, quand on parle de centaines, de ceux qui sont encore en prison. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont entrés, et Aïssa Rahmoun en sait quelque chose, qui sont entrés, qui sont sortis, se comptent par milliers d'Irakistes qui sont passés par la case prison. Voilà. Donc, restez avec nous, Zouaou. Vous voulez dire quelque chose? Oui, absolument. Je voulais justement dire quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai lu un article sur l'OTAN. J'ai pas eu l'occasion, enfin, j'ai pas pu avoir si vous voulez, le texte de cette proposition de loi, mais j'ai lu quand même sur un article sur l'OTAN qui parlait un peu des détails et sur les motivations de cette proposition de loi qui a été faite par un certain ancien sénateur qui s'appelle Hicham Sfar. Donc, il a un peu motivé cette proposition de loi par certaines motivations qui ne tiennent pas du tout la route.
par exemple, il a parlé, c'est-à-dire la nécessité d'adapter, c'est-à-dire la loi sur ou le code de la nationalité à la Constitution, certes, parce que la Constitution, elle est tellement vague, elle ouvre le champ à toutes les dérives, et en plus aux lois internationales. Alors que là, il y a une contradiction très, très énorme. Alors que si on prend par exemple la Charte des droits de l'homme, la Charte des droits de l'homme, l'article 15, et là, Issa, notre ami Issa va en parler, article 15, bien au contraire, il vient, ça veut dire, si vous voulez, solidifier ou consolider ce principe de droit à la nationalité, chose qu'on ne voit pas dans le code de la nationalité ou plutôt dans la constitution algérienne. C'est bien, ça va à l'encontre. Donc là, il y a un paradoxe très, très énorme. Donc la motivation n'a pas lieu d'être dans ce cas de figure. Et puis par rapport à la stigmatisation de certains Algériens établis à l'étranger qui ne sont pas à la portée de Tebboune, je vois par exemple ici, donc il parle donc des actions entre guillemets subversives, pardon, faites depuis l'étranger. Ça veut dire qu'en gros, des Algériens qui commettent des actes subversifs ou qui atteignent à l'unité nationale ça parle à peu près de tout ça. Donc si on le commet au niveau national, donc vous pouvez échapper à cette déchéance de loi. Donc en gros, ça explique. Donc, mais si vous êtes établi à l'étranger, vous pouvez être déchu de la loi. Donc pour les mêmes actes. Donc en gros, ça explique l'acharnement personnel psychologique qu'a Tebboune à l'égard ou à l'encontre des opposants à l'étranger. Donc le même acte, on verra deux sentences différentes en fonction du lieu où vous le commettez. Exactement. Restez avec nous, Zouab. Issa Rahmoun, dans les dispositions, le projet de ces dispositions de déchéance de la nationalité, il est prévu, je crois, entre autres, que les gens qui vont outrepasser donc, cet avertissement vont recevoir une notification, ceux qui sont à l'étranger bien sûr, de se repentir, de revenir au droit chemin. Sinon, après une telle durée, je crois 60 jours, la nationalité leur sera retirée. Or, dans ces termes juridiques, ils utilisent un terme à consonance religieuse, le touba, le repentir ou la repentance. Ne pensez pas que là, il dépasse vraiment toutes les frontières de l'outrance. Comment ils vont faire les gens? Ils vont signer quelque chose, ils disent نرجع للطريق المستقيم ونتوب التبون نتوب التبون سبحانه استغفر الله رب العالمين. يعني à ce point, ils sont en train d'user de ces poncifs d'un autre âge pour nous maintenir dans la nuit politique. Issa Rahmoun. Si Jamal, avant de revenir à ta question, permets-moi, parce qu'apparemment je me suis mal exprimé ou vous m'avez mal compris, je ne sais pas, mais l'essentiel, il n'y a pas de souci. Quand j'ai dit que c'est en direction des opposants pour les faire taire. Oui, les muselés. Oui. Les muselés, effectivement. Parce que là, ce qui se passe dans la diaspora, que ce soit au Canada, en France, enfin en Europe et un peu partout, c'est qu'il y a des poches de résistance. Oui, oui. Et ils sont là. Le fait de relocaliser la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme en Europe est un acte de résistance. Le fait que le CFDA riposte et différents collectifs en France et au Canada résistent, c'est des actes de résistance. Donc le message, il est adressé à nous, à Al-Magharibiya, à ces canaux d'information, de communication qui arrivent à relayer les violations des droits humains en Algérie. Mais moi, je voudrais attirer votre attention et je pousse la réflexion, j'essaie de pousser la réflexion un peu d'une manière très avancée.
La déclaration de la proclamation de l'indépendance de la Kabylie faite par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est un événement très important, un événement politique très important. Pourquoi? Parce que pour tous les citoyens qui croient en la logique, en la politique du MAC, ils vont se faire, tous ces citoyens qui ont été filmés, intervenus, etc., leur famille en Algérie, leur famille en Kabylie principalement, ils vont se voir euh, euh, violentés par les services de sécurité et l'autorité judiciaire à la fois, par décision politique. Est-ce que c'est une ouverture d'un autre front contre la Kabylie pour se maintenir au pouvoir? C'est un registre de commerce qui s'ouvre, Ah oui. un nouveau numéro ciré qui s'ouvre pour le régime algérien, pour mater davantage et justement pour oublier les combats démocratiques, la revendication d'un état de droit. La Kabylie va intensifier son combat pour reprendre un droit élémentaire, celui de la nationalité. Et on revient à revendiquer un droit élémentaire fondamental au lieu que de revendiquer l'état de droit et la démocratie. Nous, à la Ligue, nous avons pris une position très claire. Cette déclaration, proclamation d'indépendance ne joue pas pour la Kabylie, mais elle joue contre la Kabylie. Parce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère où justement le régime va employer et déployer tous les moyens politiques, juridiques, juridictionnels, psychologiques, sociétals, contre un combat fantoche, contre un épouvantail. Ils vont faire Aïssa Rahmoun, pour apporter de l'eau à votre moulin, excusez-moi de vous avoir interrompu, je suis totalement d'accord avec vous. J'en veux pour preuve qu'il y a quelque chose qui a été déclaré contre la Kabylie, non pas au nom de quelques idées qui soient, mais pour diviser les Algériens, pour souffler sur les braises de la haine. Je vais vous donner deux exemples, très simples, d'ailleurs que je devrais traiter dans les émissions prochaines. La libération, la grâce accordée à M. Belrith, que j'approuve totalement. Moi, j'approuve la grâce accordée à Belrith, j'approuve la grâce accordée à Sansal, j'approuve la grâce accordée à n'importe qui a été emprisonné par ce régime, pour des motifs politiques, culturels et autres. Parce qu'il fallait les traiter différemment, il fallait provoquer un débat public sur ce qu'ils ont dit et en aucun cas les mettre en prison. Donc, la grâce accordée à M. Belrith, d'accord. Mais moi, ce qui m'interpelle, ça veut dire ces gens qui savent que le 14 décembre, le MAC allait proclamer l'indépendance de la Kabylie. Ils auraient pu le libérer avant, pour que les gens ne puissent pas faire de liaison, de relation. Libérer avant le 14, on aurait dit, bon, ils ont fait comme pour Sansal. Pourquoi l'avoir gracié un jour après la proclamation? Un jour. Ça veut dire que c'est vraiment prémédité, vraiment. Oui, le deuxième exemple, Aïssa Rahmoun, je vous laisse la parole. Le deuxième exemple, notre ami Lies Touati, membre du PST, un homme de gauche très, très algérianiste, qui est très anti-MAC, qui est très pro-palestinien. Au Hirak, il manifestait avec un drapeau palestinien, pour vous dire à quel point. Alors il envoie un message à monsieur, à l'occasion du mariage de Rima Hassan, qui a épousé un Kabyle et qui a porté en l'occasion une robe kabyle. Alors il envoie un message rigolard pour se moquer un peu des pro-sionistes et de Farhat Mehni. Il lui envoie, il dit à monsieur le président, Farhat Mehni. Et les lobbies sionistes, voilà ce qui vient de se passer. Moi, je ne me rappelle plus du terme exact, mais ça veut dire qu'il faut vraiment être crétin profond pour ne pas comprendre l'humour, le côté sarcastique de ce message.
Alors ça a dû être lu par un arabisant plombé qui ne connaît pas le moindre sens de la langue française et qui a dû faire de l'excès de zèle pour qu'on lui fasse des caresses. Et il a fait condamner ce grand militant, ce grand hirakiste, à la prison. Il est en prison. C'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Mais je vous en prie, Issa Rahmoun, en moins d'une minute, parce que nous arrivons à la fin de l'émission et qu'il faut donner la parole à Azouab. Oui, excusez-moi, parce que là, je me rappelle d'une citation de Maître Hussein Zaouane, Rabbi yarhamou, qui disait que le régime algérien exerce son hégémonie par l'organisation du désordre. L'organisation du désordre au niveau de la communication. L'organisation du désordre au niveau législatif. L'organisation du désordre au niveau judiciaire et politique à la fois. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Zouaouch Chmorouk, avant de revenir à ta question à Jamal en une minute, effectivement. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu, tous les individus ont le droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Quant à la question de la repentance, sur le plan de la sémantique, vous voyez un peu le vice et les caprices d'un régime autoritaire. La repentance, en termes de sémantique, veut dire un regret que l'on a d'une faute commise. Ils veulent inculquer chez les Algériens que le fait de s'opposer, d'avoir une opinion, d'être un citoyen, participer à l'exercice de la citoyenneté est un tort. Et c'est là le danger le plus important, le plus liberticide que contient cette loi. Merci, Issa Rahmoun. Moi, je dirais plus qu'un tort, un péché mortel, qui peut mener à la déchéance de la nationalité. Azouab Chamarouk, le mot de la fin vous revient en une minute, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Alors, vous parliez tout à l'heure de. Issa Rahmoun parliez de la repentance, ou vous-même vous parliez de la repentance. Effectivement, c'est très dangereux et c'est très totalitaire c'est-à-dire concept, notamment dans notre contexte algérien. Ça me rappelle un peu Le son, contexte, vous entend pas très bien. Il y a un problème, je crois, Azouab. Il faut se rapprocher un peu, peut-être. Oui, c'est bon. Je ne sais pas. Là, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien. Donc, je disais par rapport à la repentance dont vous parliez tout à l'heure avec Aïssa et vous-même, si vous voulez, c'est totalitaire comme concept. Et puis, ça me rappelle un peu, enfin, ça me rappelle à travers ce que j'ai lu, c'est-à-dire l'ère soviétique où les gens, c'est-à-dire, se sentaient mal, se sentaient coupables le fait de s'opposer aux dirigeants suprêmes. Et là, ça m'a rappelé quelque chose qui est, à mon sens, très édifiant, qui s'est passé dans l'Algérie contemporaine, sous l'Algérie de Tebboune. C'est l'invitation de la sœur de Kamel Daoud dans une émission TV pour un peu se détacher de Kamel Daoud, pour vous dire à quel point, c'est-à-dire la violence exercée contre la population par ce pouvoir, c'est-à-dire qu'on oblige la famille, les membres de la famille d'un opposant algérien de se détacher, de se désolidariser même de son propre frère, c'est-à-dire à quel point cette violence est exercée pour, voilà, donc on exerce tout contre c'est-à-dire les opposants, notamment ceux qui sont établis à l'étranger. Après, par rapport au MAC, j'ai juste un mot à dire et je suis d'accord avec Aïssa sur l'importance parce qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment un peu le MAC. Peut-être que oui, mais il faut savoir une chose, Jamaldine Chounouf, c'est que, vous savez, sous les dictatures, on a tendance où il se cache toujours des monstres parce que on occulte tout, on cache tout, on réprime tout. Il y a des monstres qui se cachent sous les dictatures. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de sonder l'importance du MAC en Kabylie. Je dirais, autant que militant qui combat le MAC de toutes mes forces,
que c'est-à-dire c'est un parti, si vous voulez, microscopique. Mais je ne sais pas, on n'a pas les moyens, le pouvoir a tout fait. Donc non plus, il ne le combat pas, bien sûr, il le nourrit, mais il nous empêche, nous, autant qu'Algérianistes, entre guillemets, de le combattre. Donc on nous dépourvons de tous les moyens. Aujourd'hui, je ne Merci, sais pas. Azou. Et ce que fait le pouvoir, c'est justement, c'est de nourrir le MAC. Donc il faut faire vraiment attention, même si c'est symbolique comme geste, mais il faut vraiment faire attention Je à suis ce totalement geste d'accord symbolique. avec vous, Zouaou. Ce système a toujours nourri le MAC, comme il a nourri le terrorisme islamique, en Absolument. récupérant l'AIS, en créant même de faux islamistes, dont le fameux terrorisme pédagogique. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que quand on va chez des commerçants et on les oblige de pavoiser leurs magasins avec des drapeaux algériens, quand on oblige des fonctionnaires à aller manifester contre le MAC avec des menaces derrière, hein, si jamais ils ne le font pas, il n'y a pas meilleur moyen de fortifier le MAC. Et ce régime, il fait tout pour ça. Les Kabyles n'ont pas besoin de tuteurs pour défendre leur propre dignité, leur propre terre et leur propre patriotisme. Voilà. Merci à vous deux. Merci Azou Chemarouk. Merci Aïssa Rahmoun. Oui. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accordé votre aimable attention. Bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.